vais revenir un tout petit peu en arrière. C'est-à-dire, j'ai créé Madame Ba pour une raison particulière. J'étais, comme vous l'avez rappelé, au Conseil d'État. Et donc, je devais juger un certain nombre d'actes administratifs, dont des arrêtés de reconduite à la frontière d'étrangers, et notamment de Maliens. Et quand on présentait un visa et que le visa a été refusé, vous aviez le droit de présenter un recours. Et le recours, c'était une feuille administrative recto verso, où il y avait nom, prénom, date de naissance, adresse, profession, sexe, etc. Et je me suis rendu compte assez vite que, évidemment, ces renseignements ne disaient pas l'extrême complexité des situations personnelles et des situations africaines. Par exemple, le nom veut dire des tas de choses. Parce qu'on croit que l'Afrique est simple, c'est faux. Et qu'il y a des castes, c'est aussi compliqué que l'Inde. Et que dire masculin, féminin, évidemment, ça dit des choses, mais comment raconter l'excision ? Ça ne rentre pas dans un demi-centimètre carré d'un formulaire administratif. Donc, au lieu de présenter un formulaire administratif recto verso en 2 pages, j'ai été un peu dans les détails. Et donc, j'ai écrit Madame Ba qui était un peu plus précise grâce aux 420 ou 430 pages. Donc, imaginez si l'administration avait reçu 430 pages à chaque fois. Ça aurait été un peu compliqué. Et puis, des années ont passé et ce personnage me manquait. Parce que vous savez qu'un romancier, il est un peu comme un acteur, il adore vivre la vie des autres. Il ne sait pas trop qui il est. Et il adore enfiler d'autres habits et rentrer dans des autres vies. Et en plus ça allait, c'était il y a 3 ans et demi, plus ça allait, plus je sentais que la situation de mon cher pays, le Mali, allait se dégradant. Et je ne savais pas trop ce qui se passait. Et donc moi, quand je ne comprends pas quelque chose, mon réflexe, c'est d'écrire un roman. Donc je me suis dit, je vais faire aller Madame Ba, qui avait trouvé refuge à Villiers-le-Bel, dans le nord de Paris, et je vais lui dire, bon, elle va retourner au Mali et voir ce qui s'y passe. Et comme ça, je verrai le Mali grâce aux yeux de Madame Ba. Mais la question était, qui va raconter les aventures de Madame Ba ? Et c'est là où je me suis dit qu'il faut quelqu'un qui raconte. Parce que dans le premier tome, c'est elle qui racontait. Mais là, il fallait quelqu'un qui raconte. Et qui allais-je trouver ? J'ai eu l'idée d'utiliser son petit-fils, parce qu'elle était venue en France pour essayer de retrouver son petit-fils qui avait des ambitions de football, et puis qui avait été un peu dealer, et puis qui, là, maintenant, était musicien. Elle s'est dit, musicien, c'est comme Griot. Griot, c'est celui qui raconte les histoires. Donc, je vais faire un couple entre la grand-mère et le petit-fils. Elle est infernale, cette Madame Ba. Elle est infernale. Elle a évidemment une prétention inouïe. Et elle est, ce que j'ai vu dans tous les hommes politiques que j'ai côtoyés, elle a des troubles particuliers de l'audition. C'est-à-dire, elle entend des voix, et on a tous un peu des petits sifflements dans les oreilles, mais en général, nous n'entendons pas des voix nous disant que nous allons sauver notre pays. Quand vous entendez des voix, même très jeunes, vous disant que vous allez sauver votre pays, le diagnostic est clair, vous êtes un homme ou une femme politique. Dans un de mes innombrables voyages au Mali, j'y étais pour l'UNICEF. Et donc nous, avec l'équipe de l'UNICEF, nous avons vu arriver des femmes et nous avons vu arriver des réfugiés. Pendant qu'il y a eu cette déferlante de djihadistes et de bandits dans le Nord, les gens, et notamment les femmes et les enfants, sont venus vers Bamako. Donc toutes les familles de Bamako qui avaient la malchance d'avoir une partie de leur famille au nord, ont vu arriver des réfugiés. Donc ils avaient déjà du mal à joindre les 2 bouts, à une dizaine de personnes dans une concession, ce qu'on dit, une sorte de maison avec une cour, et ils voyaient arriver 10, 20, 30, 40, 50 personnes en plus qu'ils devaient nourrir. Donc en allant mendier un peu partout et en allant s'endetter pour trouver du riz, des oignons, de l'huile, etc. Donc, vous voyez comment ça s'est passé. Donc, c'était terrible. Et puis, j'ai vu pire donc, avec ces 3 femmes qui sont arrivées du Nord. Et elles nous ont raconté leur retour du Nord, enfin, leur fuite devant les djihadistes. Et
deux choses principalement m'ont frappé. C'est des femmes d'une vaillance inouïe. La plupart des femmes dans tous les pays du monde ont au moins 2 ou 3 vies par rapport aux hommes parce qu'elles ont la vie de mère, elles ont la vie de femme, elles font un travail en plus, elles travaillent sans arrêt, sans arrêt. Et j'ai vu des femmes me dire ce que j'avais jamais entendu d'une femme africaine en disant « Ah, je suis fatiguée ». C'est-à-dire, elles étaient au-delà de la capacité des résistances. Et on en a vu pas mal, moi j'en ai eu pas mal, et puis imaginez les équipes de l'UNICEF, et on était là, une dizaine en face d'elles, et tous en larmes, tellement, vous savez, la pudeur, mais quelqu'un qui craque. Donc c'était, mais ce qu'elles ont vécu était absolument incroyable. Mais elles ont dit pire. Parce qu'à un moment donné, il y en a une qui nous dit que, au fond, elle avait été soulagée quand les djihadistes étaient arrivés et avec la charia. Alors, vous savez, cette loi terrible vraiment du Moyen-Âge, etc. Et pourquoi elle préférait cette charia? Parce que avant, c'était un arbitraire épouvantable, avec des bandits partout qui arrivaient n'importe quand, pour n'importe quel motif, elles étaient pillées, violées, battues, etc. Quand il y avait la charia, qui est une épouvante, au moins il y avait des règles précises. Et si on les respectait, rien ne vous arrivait. Vous étiez voilé, vous étiez interdit de musique, interdit tout ça, etc. Enfin, bon, il y avait une règle. Donc, et je vais faire répéter plusieurs fois. Et alors, j'ai vu l'horreur. C'est-à-dire qu'il y a pire que la charia, c'est l'arbitraire. Donc, vous voyez, c'était une plongée. Donc, je vous dis, et ça, et puis j'étais dans les camps de réfugiés au Niger, etc., etc., parce que enfin, chacun écrit comme il veut, mais moi, un roman, c'est toujours du reportage aussi. C'est-à-dire de voir vraiment la réalité des choses. Et donc, alors, pour répondre à votre question, quand elle arrive à Bamako, comme moi, parce qu'évidemment, je suis un peu cette Madame Ba, elle voit 2 fleuves. Le premier fleuve, c'est le fleuve Niger, qui est un fleuve absolument sublime. Et il y a un deuxième fleuve dans les avenues principales de Bamako, c'est la jeunesse. À Bamako, la moitié de la population a moins de 15 ans. La moyenne des enfants par femme, c'est 6,7. Le Niger et le Mali sont les 2 seuls pays du monde où il n'y a pas de transition démographique. J'ai connu Bamako à 1 million d'habitants, il y en a 2,8 millions. Dans 5 ou 6 ans, il y en aura 6 millions. Dans 13 ans, le Mali aura vu sa population doubler, ce qui fait que ces jeunes ont d'autant moins d'espérance que l'État est ruiné, donc les fonctions de l'État ne peuvent pas être remplies, et notamment l'éducation nationale. Donc vous avez un déferlement de jeunes, et Madame Ba, à un moment donné, demande à son petit-fils, « Et tu sais où va ce fleuve de jeunes ?» Alors il dit non, et alors elle dit un peu trop fort, et il a peur qu'elle soit arrêtée, ce fleuve-là va dans le mur. Et là, c'est un thème, la démographie, qui est tabou. On n'en parle plus pour toutes sortes de raisons, c'est notamment les religions, l'islam, mais aussi le catholicisme, un peu tout ça, et on n'ose plus aborder la question de la contraception. Imaginez ces enfants, ils ont 18 ans, perspective zéro. Qu'est-ce qu'on leur propose? Soit du trafic, soit du djihad. Et comme le djihad, c'est à 90% du trafic, ils n'ont rien, sauf quoi? Sauf une centaine d'euros s'ils sont embauchés, plus une mobilette chinoise, plus la promesse d'avoir la vie éternelle quand ils se feront exploser, et selon les taux, entre 300 et 10 000 vierges. Donc ça peut intéresser. Donc voilà, donc je voulais raconter cette question-là. La question démographique est vraiment une question clé. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai reçu des lettres d'Africains ou d'autres, et me disant, mais quel courage, comment le courage, c'est hallucinant. Quand j'ai commencé, moi, à travailler sur les questions du développement, on abordait ces questions. Maintenant, on n'ose plus. Et l'UNICEF est très gêné parce que l'UNICEF, c'est l'ONU, et l'ONU, majoritairement, ne veut pas qu'on aborde ces questions du contrôle des naissances. Voilà. Et donc, cette affaire-là est clé, et ça va revenir. Ça va revenir parce que s'il n'y a pas de développement, on ne règle pas la question militaire. Et pourquoi on ne règle pas la question militaire? Vous ne m'avez pas posé la question, mais elle allait venir, et donc je la dis maintenant. C'est que
ce territoire du nord, le Mali, c'est en gros 3 fois la France. Bon, et il y a plus de la moitié qui est dans des zones complètement désertiques. Et dans ces zones désertiques, avant, il y avait de l'élevage avec des chameaux et puis des bêtes, et puis il y avait quelques oasis, donc un petit peu d'agriculture et pas mal de tourisme. Il n'y a plus d'élevage, tout le monde s'en fout des chameaux, il n'y a plus d'agriculture, et évidemment, il n'y a plus de tourisme. Et donc, ils sont dans des états de misère. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Évidemment, du trafic. Donc, c'est des espaces extrêmement fluides. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la modernité, c'était des nomades qui se sont arrêtés, sédentarisés, pour cultiver et pour élever. Donc, les nomades étaient les anciens et les modernes étaient les sédentaires. Et maintenant, c'est l'inverse. La pointe de la mondialisation, c'est les nouveaux nomades. Mais comment les contrôler? Ça, c'est une paire de manches assez compliquée. Donc, il y a des drones dans tous les sens, il y a tout ça, on essaye de les voir. Mais vous avez vu qu'il y a une multiplication, une recrue des attentats dans le nord-est du Mali, que je connais bien, et c'est impossible de les choper. Voilà la situation qui n'est pas formidable. Donc la seule solution, c'est de trouver des logiques de développement et puis de calmer ce grand flux de naissances pour donner des possibilités aux jeunes qui sont dans ces pays-là de développer, ce qui est possible, parce que énormément de pays d'Afrique en ce moment se développent. Et donc, c'est vraiment une question d'opportunité. Moi, j'aurais 18 ans et je serais malien. J'ai toutes les chances d'être dans les trafics parce que je n'ai pas le choix. Yaira Karsana, merci beaucoup pour votre venue, pour cette rencontre. Merci à toutes et à tous. Oui.